gouverner un pays avec 375 variétés de fromage. Ça te va comme réponse? J'attendais un peu plus, mais il y a des trous dans le fromage. Non. C'est une question fondamentale parce que je me pose, qui parfois me met en colère. Récemment, il y a un bouquin qui est sorti, traduit des États-Unis, qui montre que la Maison-Blanche, pour parler des États-Unis, mais ça serait probablement assez vrai chez nous, sur la crise climatique, on savait déjà largement assez dans les années 70 pour commencer à réagir. Nous, sur la crise économique et écologique, le Club de Rome, pareil, dans les années 70, aurait dû nous enjoindre à prendre les devants. Et puis, à mesure que les rapports du GIEC se précisaient avec la prudence légitime et nécessaire de la science, on aurait pu appliquer ce fameux principe de précaution et anticiper sur les nouvelles orientations à prendre en matière énergétique. Donc la question c'est, comment se fait-il, que nous assistions en spectateurs informés à la gestation d'une grande tragédie. Et puis la deuxième question qu'on peut se poser, là je parle de l'expérience de la France, comment se fait-il, sur ces sujets et d'autres, mais que tous les 5 ans, au moment de l'élection présidentielle, tous autant qu'on est, les électeurs, les journalistes, on cède à une forme d'illusion. On dit ça y est, le Messie est arrivé et tout va changer. Et puis 2 ans après, il y a un état de grâce qui n'est pas très longtemps, c'est la révolte et pour finir, je ne dis pas que rien n'a changé, mais enfin, globalement les gens ne voient pas la liberté du changement, et notamment sur les sujets que je mets. Alors, on se pose la question, est-ce que ça veut dire que nous sommes des électeurs imbéciles qui élisons des gens qui le font tout autant? La réponse est bien évidemment non. La réponse, elle est que dans une démocratie qui fonctionne, et qui fonctionne bien, le pouvoir n'a pas tous les pouvoirs. Et d'abord, il est confronté à ce que les économistes appellent la tragédie des horizons, c'est-à-dire la confrontation des intérêts du court terme et du long terme. Et c'est vrai que parfois, selon que vous mettiez des lunettes pour voir de près ou des lunettes pour voir de loin, eh bien, ce ne sont pas les mêmes décisions qui s'imposent et la combinaison est difficile. Donc il y a d'abord ça, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le caractère français mais qu'on peut retrouver ailleurs. Les gens veulent le changement, mais si possible, on le patin d'à côté. Et puis le changement, aussi profond, on ne peut pas le faire en 2 ans, il faut pouvoir le planifier. Mais pour le planifier, il faudrait pouvoir le planifier au-delà des échéances électorales. Donc il faudrait pouvoir le programmer et le constitutionnaliser pour pouvoir faire en sorte qu'il soit prévisible, progressif pour être acceptable socialement et économiquement, et irréversible pour atteindre ses objectifs. Ça, on ne sait pas le faire. On est toujours dans le réactif, on n'est pas du tout dans le prospectif. D'autant plus que dans un monde, une situation particulièrement complexe, parce que les verrous qui nous empêchent d'évoluer, ils sont très nombreux. Je vous citerai 2-3 autres tout à l'heure. Pour qu'on puisse opérer le changement, ou tout au moins l'initier dans une démocratie, il faut que le citoyen le comprenne, le valide, l'accueille, l'encourage, y participe. Expliquer la complexité dans un brouhaha, bruit de fond permanent, dans des formats pédagogiques très courts, c'est très difficile. Moi, quand je présentais un plan en tant que ministre, eh bien, même s'il y avait, je ne sais pas, 80 mesures, s'il y en avait une qui avait mal été travaillée, on ne retenait que ça, et à ce moment-là, ça foutait en l'air tout mon plan. Donc c'est vrai que c'est assez difficile aujourd'hui. Il y a une forme d'inertie, c'est normal, de l'administration, mais qu'il ne faut pas attribuer tous les mots. Mais c'est vrai que le changement, il y a des habitudes, il y a des conservatismes, et il y a le fait aussi que quand on est en crise, eh bien, au lieu d'avoir une ouverture d'esprit, d'être disruptif, pour employer un mot à la mode, on est très orthodoxe. Et puis ceux qui, conseillent dans tous les domaines, ceux qui conseillent les puissants, ont pour la plupart été nourris au même biberon. Un modèle économique notamment basé sur la croissance exponentielle
croissance elle-même dopée par les énergies fossiles, pour faire court, et avec ce faux espoir du monde que la mondialisation allait démultiplier nos recettes, nos économies et nos emplois. Donc il y a aussi ce sentiment-là. Après, il y a aussi dans nos responsables, qui parfois sur ces sujets-là peuvent avoir une forme de sincérité, ne mesurent peut-être pas la même gravité, la même urgence que nous qui nous sommes pensés sur ces sujets-là, et notamment moi qui les ai vus concrètement à l'œuvre, et gardent quand même dans leur esprit cette conviction. Ils savent les choses, parce que la science les a informés, ils le savent, mais ils n'y croient pas. Quelque part, ils sont dans cette conviction qui s'est formée du 19e au 20e siècle, ce couple qui s'est formé dans la modernité, avenir et progrès. C'est-à-dire que c'était quelque chose de constant, et que demain serait forcément mieux qu'aujourd'hui, et que demain nous amènerait la solution aux problèmes d'aujourd'hui. Après, il y a le fait que les politiques se sont laissés déposséder au fil du temps d'une partie de leurs prérogatives, et qu'ils sont en permanence soumis au chantage économique, financier ou à l'emploi. Et ça, c'est vrai, c'est indéniable. Et donc que parfois, il faut choisir entre la peste et le choléra. Pour prendre un exemple, il serait, sur le long terme, utile d'augmenter le prix des énergies fossiles. Sur le court terme, socialement, c'est évidemment très préjudiciable. Et on était toujours dans ce paradoxe. Moi, je me souviens d'un matin où, quand j'étais ministre, j'avais un portefeuille tellement large que je ne savais même plus ce qu'il y avait dedans. Mais j'étais entre autres ministre des Transports, ministre de la Mer, et on me dit la semaine prochaine, il faudrait que vous alliez à Saint-Nazaire parce qu'on va mettre à l'eau un porte-container de 40 000 containers. C'est une prouesse technologique, Et donc, ça serait bien que vous alliez casser la bouteille de champagne. Et c'était terrible, parce que c'est vrai que c'était une prouesse des ouvriers de Saint-Nazaire, mais ça représentait toute l'absurdité, double absurdité. Qu'est-ce que c'est que container, 40 000 containers, pour voir ce que c'est. Absurdité au sens que les biens qu'on mettait dans ces containers croisaient au large des biens identiques qui venaient du port auquel ils allaient, comme les camions que tu trouves sous le tunnel de Fourvière à Lyon, avec des tomates qui viennent d'Espagne pour la Suède et des tomates qui descendent d'Islande pour le Portugal. Enfin, c'est quand même le monde dans lequel on vit. Et de surcroît, étant ministre de la Mer, un jour, les affaires maritimes que je dirigeais m'avaient expliqué que si ce type de bâtiment avait une avarie, on était absolument incapable de les prendre en charge. Donc c'est simplement aussi pour expliquer que nous sommes pris entre deux feux. Voilà. Et pour l'instant, nous n'avons pas réussi à reprendre la main. Ça va trop vite. Et c'est pour ça que je pense qu'il serait nécessaire, dans des démocraties qui sont happées comme dans un fleuve en crue, qui sont toujours dans le réactif, il faudrait des lieux, peut-être une troisième chambre, qui soient des lieux documentés, apaisés, avec des sachants, avec des citoyens, qui planifient l'avenir et qui trient dans les possibles. Voilà. Et qui ait effectivement la possibilité de suspendre des décisions qui, quelque part, spéculent ou spolient le futur. Merci Nicolas. Alors, encore une question avant de passer, mais rapide, avant de passer aux questions du public. Là, je vais, pour chauffer un peu la salle, excusez-moi, mais prendre un sujet relativement clivant. Le cas Greta Thunberg. Et en fait, on a l'impression qu'il répartit l'humanité en deux catégories. Et dans l'introduction d'Antonio Gers tout à l'heure, président du Conseil d'État, c'était très clair, évidemment, écologiste. Pour nous, Greta Thunberg est une figure intéressante. Elle est défendue de façon chronique, dans la revue Science, dans la revue Nature, etc., par les différentes communautés scientifiques mondiales. Et en même temps, elle focalise une espèce de haine, toute une catégorie de la population, un peu comme si, finalement, la génération à laquelle nous appartenons, qui a quand même pas mal vécu, c'est le moins qu'on peut se dire, si je veux être un peu méchant, qui s'est un peu goinfré, et qui n'arrive pas à le reconnaître, et qui ne trouve pas d'autre solution que d'insulter finalement une enfant qui appelle au secours.
Comment tu te situes par rapport à ça? Tu sais qu'en général, même si ce n'est pas ma nature spontanée, j'essaie de ne pas rentrer dans des polémiques de personnes, de ne pas ajouter du clivage au clivage. Mais récemment, j'ai exprimé une colère très forte sur des mots qui avaient été attribués par un ancien chef d'État français à Greta Thunberg. Pourquoi? D'abord, pour une fois qu'il y a une voix de la jeunesse qui émerge, qui nous dit tout simplement ne volez pas notre avenir, qui nous dit arrêtez de parler, agissez. Elle lui dit avec sa nature, avec sa force, avec son émotion. Il faut rappeler que cette jeune femme a le syndrome d'Asperger, ce qui explique son émotion. Elle n'a pas de filtre. Elle vit ça de l'intérieur. Visiblement, ça doit exaspérer les cyniques, puisque eux ne vivent rien ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Mais émettre la moindre réserve, c'est-à-dire les faits sont là. Il n'y a rien qui dise qu'on ne puisse contredire. Ça fait des années. Alors, je ne dis pas, quand on lui dit, mais que proposez-vous, mais c'est pas à elle. Elle hérite et elle représente la jeunesse, l'enfance. Et elle représente les faibles, les vulnérables, les innocents. Donc, qu'on soit mal à l'aise, je peux le comprendre. Moi, une fois, j'ai subi comme ça une salle. Quand j'ai fait un film qui s'appelle Syndrome Titanic. Pendant des années, j'avais habitué les gens à des très belles images, à des Kussoya. Puis un jour, j'ai eu envie de montrer l'autre côté de la médaille. Et ce film, c'était un miroir. On se voyait tel qu'on était, y compris moi. Ça a été 5 ans. 5 ans, je me suis fait étrier, démolir. Ça fait partie des humiliations, la honte prométhéenne. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous sommes des créatures dépassées par nos propres inventions. Et c'est très révélateur. Au lieu de critiquer la forme, le fond, de savoir si elle est partie en bateau à voile, en bateau à moteur, enfin, franchement, j'ai dit l'autre jour, à propos de cet ancien président, j'ai cité ce proverbe chinois parce que ça m'a rappelé ça, quand le sage monte la lune, l'imbécile monte le doigt, regarde le doigt. Et bien c'est exactement ça, elle nous montre quelque chose, elle nous dit quelque chose d'essentiel. Et il n'y a rien à dire, il y a à faire. Mais le pire des choses à faire, c'est de se moquer d'elle. Et heureusement pour ces gens-là que la honte, que l'insuffisance épargne de la honte.